Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Salut à tous, alors nouveau podcast aujourd'hui, toujours avec Nico et Arthur, sur les circuits en trail, les circuits, les championnats, là où il y a plusieurs manches, et puis on a un classement général à la fin. Les circuits en trail, il y en a beaucoup, j'en ai recensé 26 637, et donc on va en dépioter un ou deux pour voir s'il y a un intérêt à les faire, comment ils sont composés, comment ça fonctionne, et puis lesquels sont plus médiatiques que les autres. Il y en a peut-être que vous ne connaissez pas, que je ne connais pas. Donc on va dépioter tout ça. Nico, tu voulais commencer avec les régionaux. Oui, bah en fait, en gros, on a pas mal de circuits. Enfin, moi, mon avis personnel, c'est qu'il y en a trop. Mais il y a une structuration, bon, un peu comme dans tous les sports, avec plutôt des circuits au niveau régional. Après, on va pas les détailler tous, mais il y a par exemple le challenge sud-est des trails, donc qui se passe, on va dire, vraiment dans le quart sud-est de la France. Je pense que la course la plus au nord, ça doit être dans les Hautes-Alpes, et puis jusqu'à la Côte d'Azur. Après, on en a un qui est un peu plus joué, je pense, par pas mal d'athlètes, qui est quelque chose au niveau régional qui est assez médiatique, à mon avis, c'est l'Ouest Trail Tour qui, si je dis pas de bêtises, offre un dossard à La Réunion, une invitation pour le Grand Raid de La Réunion aux vainqueurs. Donc avec des grandes classiques Bretonne. bretonnes principalement, et avec, je crois qu'il y a le Glazig en début de saison, et puis là ça s'est terminé avec le Ménestrel à Moncotour, je crois que ça s'appelle. Voilà, après on a cette structure, donc là au niveau régional ça intéresse je pense plutôt les coureurs de niveau régional, et puis l'avantage de ces challenges là au niveau logistique on va dire c'est que ça reste en principe relativement proche pour les déplacements pour les coureurs qui voudraient jouer le challenge. Il n'y a pas besoin de se déplacer aux quatre coins de la France pour jouer ce type de challenge, donc je pense que c'est ceux qui touchent peut-être le plus de pratiquants. Ouais, puis il y avait plus par chez nous, il y avait le challenge du massif des Bauges. Alors cette année, ça avait un petit peu capoté, mais peut-être que ça repartira de plus belle ensuite. Où on avait le Grand Raid 73, la Niveau-les-Revards, le trail de Faverges, le trail d'Albertville, donc puis d'autres bien sûr, mais tous des trails aux quatre coins des Bauges. Et si quelqu'un, du coup, voulait découvrir l'intégralité du massif des Bauges, sans se renseigner plus que ça, il avait simplement à s'inscrire aux courses et ça lui permettait d'avoir une vision complète du massif, toute balisée, sans trop réfléchir. Et puis, bon, à la fin, il y avait un classement, il était ce qu'il était, les récompenses étaient surtout en fromage, mais c'était bon enfant, et puis ça permet de découvrir le coin et peut-être de motiver les gens à aller, ceux qui sont à Chambéry, à aller du côté d'Albertville, etc., quand on a du trailer un peu bourru, un peu autochtone. Ouais, c'est vrai que c'est l'intérêt principal, je pense, pour une course d'être dans un challenge, et qui se crée une dynamique autour de ce challenge. Et c'est globalement ce qui manque, à mon avis, aujourd'hui dans pas mal de challenges, c'est que les courses rejoignent un challenge, mais il n'y a pas de plus apporté par challenge très souvent. On va l'évoquer plus tard, mais je pense que ceux qui réussissent le plus, c'est ce côté dynamique. Alors après, c'est toujours difficile, à mon avis, de distinguer, de savoir si c'est le challenge qui dynamise les courses, ou si c'est plutôt, je pense, certaines marques en particulier qui sont plutôt assez judicieuses dans leur choix, et qui du coup mettent dans les challenges des courses qui sont déjà médiatiques, et puis qui ont déjà une forte reconnaissance. Donc je pense que c'est un peu les deux, mais c'est vrai que on l'évoquera tout à l'heure au plan national, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'aujourd'hui, entre le côté fédéral, par exemple, avec le Trail Tour National, donc qui est le challenge de la Fédération française d'athlétisme, et la création pour l'année 2019 des Golden Trail Series au niveau national. Moi, je parle en tant qu'élite, et même si je suis peut-être encore sur un plan plus international, mais même en restant sur le plan national, il y a absolument zéro chance que je joue le TTN à titre personnel, alors que les Golden Trail Series nationales, en sachant qu'il y a une manche qui est double, par exemple au marathon du Mont Blanc,
puisqu'elle compte à la fois à l'international et aussi au national. C'est un challenge qui n'est pas possible que je dispute, quoi. Donc je pense qu'il y a une vraie différence d'attractivité, en particulier pour les élites, selon les challenges et selon la notoriété des courses, quoi. Et parce que bon, on y vient à ces circuits nationaux. Le Golden Trail Series en France propose des courses que tout le monde connaît, avec le Ventoux qui fait le plein dès que les inscriptions ouvrent, il est plein, donc c'est que forcément ça plaît quelque part à tout le monde. C'est le Que ce petit soit moins, en parlant du Ventoux, c'est le petit moins pour cette année, c'est que au moment où le challenge, l'annonce du challenge est sortie, le Ventoux était déjà plein. C'est vrai que, alors, on répondra que pour l'élite ça pose pas de problème, mais c'est vrai que pour quelqu'un, un coureur entre guillemets lambda qui voudrait pratiquer, faire le challenge, le Ventoux ça faisait déjà une manche de moins. En sachant qu'il faut 3 manches, il n'y en a quand même que 5, donc et là, par contre, si on revient dans le plan logistique, c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisqu'on a une manche au Ventoux, après on aura une manche à la Bouillonnante en Belgique, une manche sur la Maxi Race d'Annecy, puis après le marathon du Mont Blanc, et enfin une dernière manche qui sera la finale à la Skyrun à Asquin, qui est dans le Pays Basque. Donc c'est vrai que là, ça fait un peu partir dans tous les sens pour jouer ces challenges, et c'est vrai que là, du coup, ça devient un peu plus réservé aux coureurs élites. Mais finalement, ces classements-là intéressent, je pense, aussi plutôt les coureurs un petit peu de l'avant des pelotons, puisque pour les pratiquants un peu plus lambda, ça peut être une source de motivation, mais c'est vrai que les gens restent aussi souvent, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, plus souvent au niveau régional aussi. Et puis, je pense que là, on dérive du sujet, mais il y a aussi le côté de pratiquer sa discipline aussi au niveau local, qui est en termes de développement un petit peu durable, intéressant. Et c'est vrai que aller faire du trail et c'est vrai beaucoup voyager, c'est pas toujours compatible, donc il faut aussi prendre ça en compte. Moi, je suis favorable à des challenges qui se disputent sur quand même pas trop de manches pour à la fois ce côté, ce que je viens d'évoquer, mais aussi le côté respect de la santé de l'athlète. Faut, je pense, imaginer des challenges de manière à ce que sportivement ce soit intéressant, donc c'est-à-dire pas trop de manches pour pas qu'il y ait de dilution du niveau, et pas forcément trop de manches non plus qui comptent pour pas pousser les coureurs à trop courir. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est justement par rapport à ce que tu dis, ce qui me limite dans certains. Enfin, je fais peu de challenges, c'est parce que il y a des courses éparpillées, par exemple, au niveau national, là, sur toute la France. Donc ça veut dire qu'il faut aller dans le sud, puis après remonter quasiment en Belgique. Et après, ça dépend de la vision qu'on a, mais moi, je sais que si je vais loin, c'est pour faire une course, entre guillemets, magnifique. Et parfois, certaines courses du challenge, c'est pas qu'elles sont magnifiques, mais elles valent moins le coup peut-être que, je sais pas, nous là, ici à Captain, on a fait le détour parce que on savait que ça allait être vraiment super beau. Donc après le challenge, je suis d'accord, il faudrait que ce soit peut-être plus regroupé au niveau régional, tu vois, pour que les gens viennent plus en Ouais, se disant c'est pas trop loin, donc je vais le faire. C'est vrai qu'on pourrait imaginer une structuration qui ressemble à ce qu'on voit par exemple sur le cross au niveau fédéral, c'est-à-dire qu'il y a des départementaux, des régionaux, des interrégions, et puis après une finale. C'est vrai que ça, on pourrait imaginer ça. Alors je pense que c'est un petit peu. J'avoue que je me suis pas penché exactement sur le principe des Golden Trail Series nationales. Je sais qu'ils ont annoncé que c'était une finale à la Skyrun. Alors comment ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a des points bonus à la finale? Mais c'est vrai que ce serait important de pouvoir pratiquer de manière plus locale. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des solutions, par exemple en utilisant des choses comme la Cotitra pour essayer de classer les coureurs sans que forcément ils s'affrontent tout le temps, et qu'ensuite après on crée une finale où les coureurs s'affrontent plus. Mais c'est vrai qu'en termes d'attractivité, le TTN aujourd'hui par exemple, ça demande quand même de beaucoup se déplacer. Puis, alors t'as été un peu politiquement correct, mais moi je vais l'être un peu moins. Il y a des courses, très honnêtement, ça fait rêver personne. Ouais. Quand il y a, enfin, j'avoue que je pense faire partie des gens qui suivent quand même un petit peu le milieu. Il a quand même fallu que j'aille voir sur le classement du classement TTN pour savoir qui était le vainqueur du TTN dans les quatre. Enfin, alors à part le TTN long chez les filles parce que la lauréate je la connais, mais sinon il a fallu que j'aille regarder qui avait gagné.
Et je trouve que c'est quand même un signe quand quelqu'un s'intéresse plus qu'un petit peu au milieu, il n'est pas capable de savoir, c'est quand même qu'il y a un manque clairement de médiatisation, mais aussi d'intérêt. Voilà, enfin, le vainqueur des Golden Trail Series nationales l'année prochaine, je pense les gens qui suivent un peu le milieu auront quand même au moins une idée. Ils seront capables de dire, peut-être ils hésiteront entre un ou deux noms, mais ils auront quand même une bonne idée de qui il a joué. Donc je pense que ça, c'est. Alors ça, on arrive plus au niveau fédéral, mais c'est vrai que la fédération qui gère ce sport-là, je pense que là-dessus, il y a du travail parce qu'il y a clairement des marques qui font mieux. Et en plus, on est déjà un sport un petit peu qui s'est créé à part de la fédération et il faut prendre en compte aussi les grandes classiques qui sont hors circuit. Alors, il y en a de moins en moins, elles attaquent souvent un circuit, mais il y a quand même aussi un sport qui est basé sur des grandes classiques. Donc, c'est vrai que pour créer de la visibilité et puis surtout une sorte de structuration en particulier pour les élites, il y a quand même beaucoup à faire et on va le voir en continuant sur les challenges qu'il y a, ça en fait vraiment beaucoup et ça disperse un petit peu le niveau aussi. Et oui, parce qu'après on pourrait aborder le sujet de comment gagner le TTN 2019. Alors je vais vous exposer le plan de bataille, il est simple. Vous commencez par le Trail des Forts de Besançon qui a lieu mi-mai. Bon alors c'est une belle épreuve qui fait le plein parce que il y a quand même un beau paysage, puis les forts de Besançon, c'est un caractère historique assez sympa. Mais voilà, sportivement, l'an passé, c'est Aurélien Patos qui gagne devant Emilien Vianney. Bon, c'est deux bons coureurs, mais si on n'avait pas de Nicolas Martin, on n'avait pas de Thibaut Barognan, on n'avait pas de tous ceux qu'on retrouve en fait un petit peu plus sur les Golden Trail Series. Et puis en mai, comme ça, vous faites aussi dans la foulée la Pastourelle, la semaine d'après, dans le Cantal. Donc là, l'an passé, c'était Thomas Cardin qui avait gagné devant Fabien Demure. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, à part les 2-3 premiers, après, ça reste gentillet. Et puis l'intérêt de faire ces deux courses en mai, c'est que pendant ce temps, tous les cadors, entre guillemets, sont partis sur la Transvulcania ou sur une fin de prépa pour la Maxi Race. Donc normalement, vous êtes un petit peu tranquille entre vous. Après, le championnat de France, vous pouvez pas y couper, donc là, il y a un niveau qui est un tout petit peu plus relevé quand même, puisqu'il y a pas mal de clubs qui viennent pour jouer. Même chaque année, il y a un top 10 qui est de fort belle qualité. Mais bon, vous pouvez pas y couper, donc là, ça va être la manche où vous allez marquer un peu moins de points. Et puis pour terminer, alors là, c'est génial, c'est tout trouvé. Pendant qu'il y a le Grand Raid de la Réunion et les Templiers, qui diluent bien le niveau, et bien vous allez faire le Belfort Trail, et là je vous promets une super place pour marquer plein de points pour remporter le TTN 2019 et empocher les 1200 €. Et par rapport au Golden Trail Series, financièrement c'est un petit peu plus bas. Alors, ouais, moi en fait, ce que je trouve là où on peut pas négliger ces trails-là, c'est que je comprends l'organisation qui propose un challenge, c'est-à-dire que face à l'Ultra Race, on en parlait hier soir, qui est un paysage quand même de fou, le Grand Raid qui est mythique, enfin des trucs comme ça, se mettre en groupe de course peut peut-être attirer plus de gens que s'ils étaient tout seuls dans leur coin, et là où il y aurait peut-être personne. Alors ça, c'est vrai que ça se comprend un petit peu, mais après, tout coureur qui aime vraiment courir, je sais pas, je me vois pas trop attiré par des courses comme ça juste pour jouer un classement général, alors qu'à côté on sait qu'il y a, je sais pas moi, les 90 du Mont Blanc ou des courses comme ça, ou même si on va faire un moins bon score parce que le plateau est beaucoup plus relevé, au final est-ce qu'on n'en sort pas plus gagnant au niveau de notre pratique? Et le 90 du Mont Blanc, il est dans aucun challenge. En plus. Et il fait le plein, on a encore vu pas mal de coureurs frustrés qui comprenaient pas trop le principe du tirage au sort, donc on rappelle, c'est un tirage aléatoire. Et on avait quand même des gens qui comprenaient pas pourquoi ils étaient pas tirés, je les renvoie en cours de maths au lycée. Mais pas de challenge, et pourtant ils performent. Le Grand Raid de la Réunion est sorti du challenge Ultra Trail World Tour, et je pense qu'il était encore plein cette année. Donc comme quoi, pour créer une identité, il n'y a pas forcément besoin du challenge. Mais après, on le verra sur le circuit Ultra Trail World Tour, des fois ça permet de découvrir un beau coin. Parce que nous, Capton, on serait pas forcément venus s'il n'y avait pas le... On en parlera plus tard. Quand on parle aussi, tant qu'on est au niveau national, il y a aussi il y a une autre, la fédération peut-être la plus historique dans la discipline qui est le skyrunning, donc il y a aussi une structuration au niveau France du skyrunning.
avec tu sais, plutôt des belles courses, hein. Par Elles contre, sont moins connues. elles sont moins connues, mais c'est souvent des courses très techniques, assez jolies. Après, c'est aussi une forme de reconnaissance pour certaines courses, hein. Je pense, moi, ça me parle un petit peu plus parce que c'est pas exactement là où je suis né, parce que si je dis que c'est là où je suis né, je vais me faire taper dessus par les copains. Non, mais là, en fait, je suis allé à l'école dans la Matésine et la Sky Race des Matézins et l'année prochaine dans le circuit international du Skyrunning, ce qui est une belle réussite, hein, pour une course qui doit avoir 5 ou 6 ans. Ça a été vraiment. Mais ça prend un peu là le skyrunning ces dernières années, hein. Bah, ça a C'est de plus en été. plus Alors, visible sur les réseaux, sur internet. c'est vrai qu'en fait, on a eu un petit peu, on peut expliquer rapidement, mais je pense, alors je suis pas spécialiste, mais une sorte de guéguerre. En fait, le skyrunning était peut-être ce qui marchait le mieux dans les années 2012-2013, parce que Salomon était vraiment derrière le skyrunning. Donc c'est vrai qu'on avait deux acteurs un peu majeurs, hein, parce que Salomon est quand même, il faut le reconnaître, je pense, un acteur important au niveau de la structuration du trail. Ils ont apporté pas mal. Certains diront même qu'ils dépassent parfois un petit peu leur rôle, parce que c'est vrai que quand on est à la fois marque, à la fois organisateur, c'est quelqu'un au Golden Trail Series, ça peut poser quelques problèmes vis-à-vis d'autres marques, parce qu'il y a peut-être plus de communication autour de la marque Salomon, et pour d'autres grandes marques, envoyer leurs athlètes sur Chose Challenge, c'est pas toujours une volonté affichée, mais c'est vrai que il y avait à ce moment-là le skyrunning quand Salomon était derrière. C'est vrai que beaucoup de très bons coureurs sur ce challenge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le skyrunning et les Golden Trail Series qui se font un petit peu concurrence. Et c'est vrai que donc on voit, bon, ce que je trouve bien quand c'est comme dans tous les domaines, hein, quand il y a un peu de concurrence, ça permet à chacun d'évoluer. Là, le skyrunning, là on peut parler un petit peu plus au niveau international maintenant, mais le skyrunning va se réformer avec. Avant, il y avait différents formats, alors ça a tout le temps changé. Il y avait des ultras, Incompréhensible. ça a changé chaque année, c'est compliqué, hein. Enfin, moi, j'avoue même que cette année 2018, j'avais pas trop suivi. Je crois qu'il y avait des Sky, des Super Sky. L'année prochaine, ce sera plus simple. Il y aura un seul calendrier, je crois, avec, il me semble, 15 ou 14 ou 15 dates qui qui vont, qui vont du 21 avril. Donc, ça commence au Japon et ça se terminera avec la finale mi-octobre alors, je crois qu'ils n'ont pas trop annoncé, mais à mon avis, ça sera Limone, je pense. Mais c'est pas sûr, hein, c'est à confirmer. Mais la dernière course qui est certaine, c'est au Pyrénées. Et donc là, le classement se fera sur 4 manches. Donc, ce qui est, vu la longueur des courses, qui paraît quelque chose de cohérent. C'est des courses autour de souvent de 40 km. On va dire, c'est souvent moins de 4 heures d'effort. Et il y aura des Super Sky, donc qui seront des manches qui comptent plus. Alors le coef, je crois que c'est 1,5, mais ça c'est sous réserve, il faudrait qu'on regarde exactement les règles. Et donc en fait, ces 4 courses-là, ce sera la Transvulcania, le Livigno Sky Marathon, le Buff Epic Trail et le Matterhorn. Donc des courses qui sont relativement bien espacées, toujours quasiment un mois ou 6 semaines entre les courses. Donc voilà, au maximum, il y aura deux Super Sky qui pourront compter, plus deux autres manches. Donc ça me paraît intéressant. Après, par contre, il est vrai qu'il y a beaucoup de dates, donc il risque d'y avoir peut-être un petit peu d'évitement entre les meilleurs athlètes. Mais c'est vrai qu'on avait vu à une époque le TTN faisait ça. C'est vrai que les manches bonus sont toujours intéressantes parce que ça pousse à la confrontation. Bon, alors sur le TTN, c'est toujours le cas avec le championnat de France, sauf que comme les tout meilleurs coureurs jouent pas vraiment le jeu, le France ne fait pas forcément la différence comme il peut le faire. Par exemple, il y a un autre challenge, alors qui est plus la course en montagne, mais sur le challenge montagne, par exemple, pour remporter le challenge montagne au niveau français, le championnat de France est vraiment déterminant parce qu'il apporte beaucoup de points. Et c'est que souvent le champion de France part avec une bonne avance pour le reste du challenge. Donc c'est ça. Et puis donc là, maintenant qu'on est au niveau international, il y a le skyrunning, il y a les Golden Trail Series au niveau monde, qui seront un léger changement. Il y a une manche de plus qui est ajoutée en 2019, qui sera à Canazei sur les Dolomites. Alors je sais pas le nom exact cette année, mais avant c'était les Dolomites Sky Race.
Et puis les 5 manches qui étaient déjà existantes l'an dernier, donc avec un début à Zegama, puis le marathon du Mont Blanc, les Dolomites, Sierre-Zinal, euh, Pikes Peak aux États-Unis, et puis la finale, enfin pas la finale, la dernière manche en Écosse, à Ricoh Steel, et puis la finale, et ça c'est ce qui je pense c'est un vrai apport des Golden Trail Series. C'est vrai que cette finale un petit peu mixant le sportif et puis un petit peu le voyage pour les élites, hein, bien entendu, mais avec le top 10 qui est invité à la grande finale qui aura lieu au Népal en 2019. Donc voilà, et puis avec, c'est pas, alors même si pas en France ça a tendance à être tabou, mais on peut parler un petit peu d'argent avec à chaque fois 1000 euros au top 5 de chaque course, plus 5000 euros pour chaque athlète qui auront la finale, c'est-à-dire le top 10 masculin et féminin, Ça va pas faire plaisir aux gilets jaunes, ça. ainsi que une invitation, alors je crois que c'est tout frais payé pour Quoi? l'athlète plus une personne de son choix. Oui, bon, c'est vrai que ça fera pas plaisir. Bon, quand tu atteins ce niveau-là dans la plupart des domaines, finalement, tu gagnes souvent beaucoup, beaucoup plus d'argent que ça. Mais voilà, c'est aussi, bon, je pense que le but aussi pour, euh, pour les porteurs de ce challenge, qui est Salomon, hein, c'est aussi de médiatiser on le voit, hein, si on parle d'autres sports, aujourd'hui il n'y a pas énormément d'argent dans le trail, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas beaucoup de retombées médiatiques. Alors nous on s'en rend pas toujours compte quand on est dans le milieu parce qu'on a l'impression que c'est médiatique, mais par rapport à des sports reconnus, c'est rien du tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent le jour souvent où il y a des droits télé, quoi. Et pour le moment, je voudrais pas m'avancer, mais je crois que c'est quand même plutôt les marques enfin, ou les courses, les organisations qui payent pour être télévisées que le contraire. Donc Ouais, voilà. puis ces deux circuits mondiaux, là, Skyrunning et les Golden Trail Series, ils proposent. À Skyrunning, ils proposent quand même beaucoup de courses. Il y en a 11, donc bah, c'est sûr, l'individu lambda, il va pas faire les 11. Déjà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais même pour en jouer 3 ça va être compliqué. Donc, à mon avis, l'intérêt, c'est plutôt que voilà, il y a une confrontation des élites devant qui fasse que derrière, il y a un intérêt. On se dit, ah putain, il y avait machin et machin, là, ils ont fait une super bataille à telle course. Du coup, les mecs, ils regardent le film de la course, ils se disent, ah putain, c'est joli et tout. Et ça peut faire une destination sympa pour un trail l'année d'après, en fait. Moi, c'est plus comme ça que j'y vois. Par exemple, là, pour notre venue à Cape Town, bon, j'avais vu qu'il y avait cet ultra en fin d'année. Vu que j'avais fait un début d'année léger parce qu'il fallait se remettre de la fracture de rotule, je me suis dit qu'on pouvait placer un objectif un peu tard dans la saison. L'idée de faire la Saint-Élion m'a traversé l'esprit une trentaine de secondes, puis après je me suis dit que dans le froid ça me gonflerait en 3 minutes 30. Et donc j'ai commencé à regarder les vidéos de Cape Town, puis bon bah ça avait l'air joli, alors banco c'était parti quoi. Et je pense que ça peut servir à ça, les circuits internationaux, c'est à susciter notre intérêt pour des trails qui se déroulent ailleurs qu'en France, parce que souvent on court en France, on s'intéresse à ce qui s'y passe, et puis enfin moi c'est ce que j'ai vu, on part faire une course à l'étranger, puis on se dit ah tiens il y a un ou deux Français, donc je vais faire une bonne place, juste peut-être derrière eux, etc. Puis en fait on se fait battre par une dizaine d'étrangers qu'on connaissait pas du tout. On regarde leur classement, leur position sur ITRA, puis on s'aperçoit qu'ils ont fait telle ou telle course dans le monde, avec telle ou telle cotation, on se dit ah ouais putain en fait il va vite. Et ça permet de mieux découvrir justement. Et puis du coup, ça te permet d'en découvrir encore d'autres parce que tu vois que par exemple, ceux qui ont fait Cape Town, ils ont fait l'Ado Elephant Trail. On est allé regarder là l'autre jour ce que c'était, ça donne envie. Moi je le connaissais pas avant. Il y a un 100 miles là-bas. Voilà. Et donc ça donne envie aussi, je pense, grâce à la communication qu'arrivent à faire ces courses. C'est-à-dire que c'est un niveau international, il y a des moyens derrière, c'est super bien filmé, c'est super bien, les photos sont super. Tu vas sur YouTube, tu as un résumé hyper complet. Il y a aussi ça, je pense que c'est peut-être plus compliqué pour des plus petites courses de susciter l'envie chez les coureurs. Mais c'est vrai que nous, au niveau
de l'Ultra Trail World Tour, je trouve que c'est magique, quoi. Tu regardes sur YouTube les vidéos, t'as qu'une envie, c'est d'acheter ton billet et de partir, quoi. Ouais, Parce que clairement, je pense qu'en tant que coureur, c'est quand même une sorte de garantie. Aller faire une course de l'Ultra Trail World Tour, alors je les connais pas toutes, et puis moi je fais pas trop d'ultra. Je pense que c'est quand même une forme d'assurance de tomber sur une organisation qui tient la route. Et puis si tu veux pas être le premier à y aller, t'attends. Quand je pense que si la course reste 1 an ou 2 dans le calendrier, c'est que ça tient la route. Là, moi j'ai été plus que bluffé par l'organisation, quoi. C'est très pro, c'est une ambiance qui est quand même assez géniale. Alors c'est sûr que c'est pas ce qu'on vit à Zegama, mais je pense que le trail running en Afrique du Sud c'est quand même assez récent. Mais globalement, voilà, moi j'ai vu des gens, et bon, en ce moment c'est un petit peu la sinistrose en France, mais des gens qui avaient la banane toute la journée, qui étaient là depuis, enfin vous pouvez encore mieux en parler parce que vous avez fait les ravitaux, de ce que vous avez dit, c'est les bénévoles étaient géniales. C'est vrai que voilà, moi j'ai pas pu courir, j'étais un petit peu embêté et tout, et l'organisation était là, non, mais tu reviens l'année prochaine, on sera ravis de t'accueillir. Voilà, moi j'ai trouvé vraiment que l'accueil était génial, et ça a ajouté un parcours qui est, je pense, assez bien équilibré et assez exceptionnel. Avec, bon, on est quand même dans l'un des coins les plus beaux du monde aussi, hein, la péninsule du Cap, donc vraiment c'est vraiment, je pense, aussi une possibilité, ces ultras, enfin ces circuits de voyager à l'international, de lier un petit peu le voyage et le sport, et d'avoir une forme un petit peu d'assurance de ne pas se retrouver dans une galère. Alors bon, l'Afrique du Sud, je dirais que tu vas pas trop te retrouver en galère, c'est quand même un pays anglophone et tout, donc c'est pas non plus trop compliqué, même si on n'est pas des as de la langue de Shakespeare, de se débrouiller. Mais, On a progressé, on a progressé. mais c'est comme tout, c'est comme le sport, en pratiquant, on progresse plus qu'en restant Voilà. assis dans son canapé à se morfondre. Donc voilà, il y a pris, on peut parler, donc là on a évoqué un peu, je pense, avec l'Ultra Trail World Tour, les 3 grands challenges qui existent. Ah, alors on l'a pas décrit encore. Alors l'Ultra Trail World Tour, il a été réformé il y a pas longtemps parce que maintenant, et les gens connaissent très très peu en fait. Moi je connais sur le bout des doigts le règlement, mais les gens connaissent assez peu. Bah Arthur ne savait pas par exemple. Il faut faire 2 courses pour être classé. Et en fait, toutes les courses n'ont pas la même valeur. Et alors jusque-là, c'était pas très très bien fait, mais le calendrier qui est sorti en 2019 répartit assez bien les points. Et le premier, en fait, va gagner, suivant si c'est Challenger, 400 points, Pro, 700 points, Series, 1000 points, et Series Bonus, 1300 points. Et puis ensuite, bah, il y a toute une dégradation qui s'effectue sur les autres coureurs. Puis je sais pas, par exemple, le 10e de l'UTMB, du coup, vu que c'est Series Bonus, il va gagner 900 points. Et on additionne les... À partir de la 4e place de l'UTMB, enfin donc une course bonus series, c'est moins intéressant qu'une gagne en series. Donc Ouais. à partir du 4e, c'est moins de 1000 points, je ne saurais pas dire, mais j'avais vu, parce que je m'étais. Les années d'avant, ce que tu disais, c'était un petit peu moins bien fait parce que l'une des manches bonus série, c'était le marathon des sables. Et moi, ça me paraissait pas être une course phare du calendrier au niveau de l'ultra. Et c'est vrai que ça. Alors, on n'a jamais vu de hold-up parce que c'était compliqué. Puis, c'est des courses qui sont souvent pas gagnées par des coureurs qui peuvent briller sur les autres courses internationales. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les qualités ou moins les moyens de se déplacer? Mais c'est vrai que par contre, l'année en 2019, ce sera les 2 manches bonus série seront bon, bah, bien entendu l'incontournable UTMB, puis la Transgrande Canaria. Voilà, parce que les Canaries, là, la Transgrande Canaria, si on regarde depuis 2 ans les... Alors pas forcément la start list à l'arrivée, parce qu'il y a eu une petite hécatombe à l'an passé, mais les start lists de départ sont à chaque fois richement fournies. Et bah, par exemple, en 2017, Antoine Guillon fait 23e. Bon, il avoue de lui-même qu'il avait fait une prépa hivernale légère, mais comme quoi, si on y va un petit peu par-dessus la jambe, ça marche pas. Donc c'est une belle réussite pour les Canaries. Et après en Series, donc Canaries UTMB si on veut marquer des gros points. Et puis en Series, là on retrouve pareil des courses qui sont quand même où on reconnaît un grand plateau d'élite au départ. C'est la CCC, c'est le Lavaredo, c'est la Western. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en Series? Il y a le Mute, je pense. Le Mute est devenu Series. Alors là, pareil, c'est une bonne reconnaissance comme les Canaries, puisque ça fait 2 ans qu'on a un beau plateau au Mute. Il y a Miller qui avait gagné. L'an passé, c'était le duel Ronnie Moyes du Nampalaz.
Ronnie Moy, c'est un athlète laiton, les gens le connaissent pas forcément, mais il est dans le top 10 de l'Ultra Trail World Tour, ça fait quand même 3-4 ans que sur les ultras il est toujours dans les 10 premiers. Et puis Dunan Palas, c'est notre champion de France en titre, donc c'était une bonne course. Et est-ce qu'il y a une autre série en fin Normalement, d'année? il y en Non, avait- parce que le Grand Raid est sorti. Il y en a 5 normalement, mais j'avoue que je me rappelle pas quelle est la 5e. Vibram Hong Kong. Vibram Hong Kong, exact. Alors ça, En début de bon, saison. ils sont passés series, c'est peut-être pas terrible. Ils auraient pu rester pro, je pense. Ouais, là, c'est vrai que aujourd'hui, on s'en rend compte. Là, on est sur la dernière manche 2018, à Cape Town, qui vient de se dérouler. Là, dans peine un mois, c'est Hong Kong, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de pause. Ça paraît un petit peu problématique au niveau des athlètes, mais après, c'est à chacun de programmer sa saison. Puisque moi, je trouve que là, par contre, sur les bonus series, c'est très très bon cette année, parce qu'avec la Transgrande Canaria en février et l'UTMB fin août, ça permet vraiment de préparer d'une manière intéressante les deux courses, et tout en ayant un respect de son corps et en s'accordant des périodes de récupération. Et oui, puisque là, les deux objectifs sont bien séparés, et ça laisse même le temps aux plus gourmands d'en refaire un entre les deux, peut-être à un moindre niveau. Donc, Ouais, bah là, je pense que, là, si on dérive un petit peu, mais je pense que voilà, alors soit il y a une sorte un peu d'enchaînement possible, à mon avis, c'est de faire Hong Kong et la Transgrande Canaria, une sorte de montée en puissance pour quelqu'un qui aurait coupé à partir de peut-être du mois de septembre, et puis après de refaire une petite coupure et de se repréparer pour l'UTMB. C'est vrai que là, ça fait 3 manches. Alors après, on rappelle, il y a aussi en fait, il y a un classement annuel sur le Ultra Trail World Tour, parce qu'on était un petit peu parti sur l'explication. Il y a un classement annuel qui prend en compte 2 manches, donc avec ce qu'on vient d'expliquer, les 4 niveaux. Donc bon, évidemment, l'idéal c'est de faire 2 bonus series en étant bien classé. Mais bon, souvent ceux qui remportent, c'est au moins 2 séries, hein. Je crois que cette année, Pocapel, il a dû faire. il a 1800 points, ça correspond à sa victoire à la Transgrande Canaria qui était en series, qui lui a rapporté 1000 points, et troisième place à la CCC qui a dû lui en rapporter 800 et quelques. Deuxième place pour Gamito, qui bénéficie de sa troisième place à l'UTMB. Et puis qu'est-ce qu'il a fait, Gamito? Est-ce qu'il fait pas troisième du mute derrière Aurélien? Oui, si ça va être C'est ça. possible, ouais. Et donc après, on a un classement qui est un classement donc un petit peu comme ceux qui connaissent le tennis, ce qu'on appelle la race, donc qui correspond à ce classement annuel. Et puis après, le classement ATP qui est un classement qui court sur plusieurs années. Et donc là, je crois qu'il prend en compte 3 courses, il me semble, et dont le leader actuel chez les hommes est François Den, et chez les filles, Andrea User, et ce qui montre quand même, bien qu'Andrea ait une saison compliquée cette année avec sa fracture de fatigue, elle est toujours en tête après son excellente saison 2017. Donc ça permet, ça c'est assez bien fait l'ultra, c'est pas faire des courses d'ultra tous les mois, donc c'est assez bien pensé sur ce niveau-là. Et c'est vrai que cette structuration avec les manches bonus, quand elles sont bien pensées, moi c'était la critique principale que j'émettais les autres années, c'est ce marathon des sables bonus series. Mais maintenant ça me paraît bien équilibré, c'est un petit peu ce que je pensais, la Transgrande Canaria ou le mute, moi j'aurais mis en manche bonus series tout de suite. Donc c'est vrai que c'est assez bien fait maintenant, et on arrive à quelque chose qui pour les coureurs d'ultra permet un affrontement. Il y a la course phare, c'est l'UTMB, puis après quand même une possibilité de s'affronter sur le reste de l'année avec d'autres courses. Et après, moi j'avoue que je connais pas exactement le support qu'il y a pour aider les élites, mais quand même je crois que l'Ultra Trail World Tour aide les coureurs à se déplacer pour aller faire les manches. Oui, alors il y en a entre 2 et 4 qui sont invités. Alors qu'est-ce que ça veut dire invité? Je sais pas s'ils payent tout de A à Z avec l'hébergement et le billet d'avion, mais sur une Challenger, comme là en Afrique du Sud, il devait y avoir 2 athlètes invités. On retrouve tout sur leur site, hein, c'est tout sur leur site, c'est transparent, il y a les règles aussi. Mais sur l'UTMB, ça doit monter à 4 athlètes invités, 4 hommes et 4 femmes, donc 8 au total. Et ils prennent aussi un jeune de moins de 25 ans. Il me semble que pour postuler, il faut avoir déjà fait au moins 2 manches d'Ultra Trail World Tour, avoir une cote ITRA au-dessus de 850, enfin voilà, quelque chose comme ça. C'est assez strict. Pour ceux qui écouteraient le podcast et qui font partie des gens qui sont
potentiellement invitables. Je crois que c'est la période pour faire les demandes pour l'année 2019. Hein. Donc il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, il faut anticiper. Même si vous comptez faire Capstone par exemple dans un an, il faut penser maintenant à faire vos demandes. Et puis après, on ne sait pas trop comment c'est déterminé parce qu'à mon avis, ils ont plus de demandes que de places. Mais voilà, donc bon, après, n'hésitez pas à demander. Et puis après, il y a les invitations. Alors ça concerne plus uniquement les coureurs élites, mais les invitations un peu plus de manière classique, directe des courses. Alors souvent, pour une course aussi lointaine, le billet d'avion, c'est un peu plus compliqué. Par contre, souvent, le logement, le dossard. Alors le dossard, c'est souvent écrit noir sur blanc, hein, avec les Cotitra maintenant. Pas mal de courses ont recours à ça. Et puis souvent le logement, c'était le cas ici hein, à Capstone, ils ont un partenariat avec un hôtel, un hôtel 4 étoiles, donc c'est quand même plutôt assez sympa et ça, je pense, permet aux athlètes de baisser le coût de leur déplacement et je pense que pour la course, vu que c'est un partenaire, ça leur coûte pas non plus grand chose, donc c'est un peu des échanges de bons procédés. Voilà, je trouvais ça bien, ils nous avaient un petit peu invités à faire un petit peu de pub pour l'hôtel sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc c'est des bonnes. C'est vrai que ceux Tu l'as fait? J'ai mis quelques publications oui, sur l'hôtel, sur le président d'hôtel. J'en refais un coup. Président d'hôtel, allez-y. À Capstone, qui est un hôtel qui est juste. Qui est entre la mer, enfin entre l'océan et Lions Head, donc super spot pour si vous partez en vacances à Capstone. Vous avez la mer juste à côté et vous avez les sentiers de trail allez, je dirais 7-8 minutes de. Ah, puis il y a la rue sympa où on a mangé là. Oui, il y a après, c'est plutôt des quartiers assez touristiques hein, de la ville du Cap, mais c'est vrai que c'est moi ce que j'ai. Bon, là, on dérive complètement du sujet, mais le Cap, c'est vrai que c'est vraiment sympa à découvrir parce qu'il y a vraiment ce côté ville et possibilité de faire du trail en partant de la ville, quoi. Et moi, si on revient sur les différents challenges, vous devez mieux savoir que moi. Mais est-ce que le format Maxi Race se court en challenge ou pas du tout? Non, c'est une course qui n'a aucun challenge. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a Maxi Race France qui est à Annecy, il y a la Maxi Race Équateur, et c'est des courses aussi super sympas qui sont très bien organisées. Et je savais pas si c'était c'est ça qui est pas mal parce format... que la Maxi Race Équateur, moi par exemple, je me verrais pas trop prendre un billet d'avion et aller courir en Équateur parce que je connais absolument pas le pays. Donc forcément, on a toujours une crainte de ce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, est-ce qu'il y aura des chemins, c'est balisé, c'est pas balisé, etc. Là, c'est estampillé Maxi Race. Donc on retrouve le même service hein, que sur la Maxi Race France, donc on va avoir voilà, un lieu de départ prédéfini avec un retrait de dossard, des horaires prédéfinis, tout est sur le site internet, un dossier complet. Le parcours sera balisé, etc., etc. Pareil pour la Maxi Race China, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de classement sur par exemple tous les vainqueurs des différentes Maxi Race, il n'y a pas de classement entre eux. Je sais pas si c'est dans les tuyaux pour plus tard, parce que ça pousse chaque année une Maxi Race. La nouvelle à Madère doit être maintenant. Ouais, oui, je voulais m'inscrire, mais en fait, ils l'ont mis sur le site, mais tu peux pas t'inscrire. Ouais, c'est pour la prochaine saison. Ouais. Ah, c'est vrai qu'ils ont. Après, je sais pas trop quel est l'objectif, mais c'est vrai que je pense que ces Maxi Race sont quand même plus dédiés au grand public, vraiment créer des sortes de marques, on peut faire l'UTMB et cet aspect un petit peu marketing et financier derrière, plus qu'une vraie structuration pour l'élite, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu de facettes un peu différentes. C'est vrai que les Golden Trail Series, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais il y a quand même, je pense, on essaye quand même de valoriser l'élite et une mise en avant de cette élite. Je pense que sur la Maxi Race, j'en ai déjà discuté avec l'organisateur de la Maxi Race, Stéphane Agnoli, et on parlait un petit peu des primes. Une fois, on avait fait de la voiture ensemble, on était à une réunion justement pour parler championnat du monde, tout ce genre de structuration du trail running. Et lui, il me disait très clairement, c'était assumé, après on est pour, on est contre, mais que en gros, lui, les primes, ça l'intéressait pas parce que les coureurs élites, ça lui rapportait rien, que c'était pas ça qui faisait vivre sa course. Donc je pense qu'il y a aussi ce concept-là un peu sur ces maxi race où il n'a pas forcément volonté de structurer de manière à attirer les élites plus que ça. Après, il en invite quand même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de prime sur la Maxi Race. Et la grosse différence entre, allez, on va l'appeler le circuit Maxi Race, même s'il n'y a pas de classement entre eux, et le circuit Golden Trail Series,
c'est que Golden Trail Series, les courses existaient, et d'un coup on a dit ça fait partie d'un challenge. La Maxi Race, ils sont allés créer une course à Pétaouchnok, quoi, en Chine, en Équateur. Il n'y avait rien. Ils ont créé, ils ont fait un parcours. Il y a quelqu'un sur place qui a dit ok, on va passer là, c'est sympa. Enfin voilà, ça a été créé de A à Z, alors que les Golden Trail, bah, c'est différent. Ils ont dit plutôt ça c'est des grandes courses avec un gros niveau. On fait un challenge, on accentue encore le truc. Donc c'est simplement C'est des visions deux philosophies différentes. différentes. Tout à fait. Et après, bah, là, on peut un peu, toujours sur le niveau international, alors on va parler un peu plus, distance un peu plus courte, il y a les Vertical Series, donc, qui est organisé aussi par le skyrunning, mais qui a été détaché un petit peu du skyrunning classique. Ils ont créé des Vertical Series, donc il y a pas mal de courses, hein. Il y a plus d'une dizaine de manches. Ouais. Donc voilà, avec ça. Et puis après, il y a encore, alors là, on sort du circuit, mais les au-delà, bon, bien sûr, des grandes classiques bon, globalement, quand même, pas la plupart, mais beaucoup ont quand même intégré des challenges, hein. Si on parle de la Western State, par exemple, aux États-Unis, ça fait partie de l'Ultra Trail World Tour. Alors de la Hard Rock, ça reste un petit peu à part, où ils ont pas intégré de circuit. Je crois que même ça comptait pas vraiment pour apporter des points ITRA pour les courses, pour Ça l'UTMB. comptait pas jusqu'à ce que Kylian en ait besoin. Voilà. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé, mais après ça comptait. Bon. Est-ce que ça va continuer à compter? Moi, ça m'avait fait beaucoup rigoler quand un triple vainqueur d'une épreuve, on lui demande s'il a ses points pour faire la course. Ouais. C'était comique. Voilà. Après, donc, si on vient aux courses plutôt d'un jour, aux championnats mondiaux, on a donc le championnat du monde, alors IAU, qui va être progressivement organisé plutôt par l'ITRA et l'I2AF à terme. Donc voilà, qui a eu lieu. Le premier réel championnat du monde, c'était 2011, pas 2009 comme on l'entend souvent, c'était juste un trophée mondial. Il y a eu. C'était en France en 2011? Non, en 2011 c'était en Irlande, en 2009 c'était en France, c'était la course à Serre Chevalier. Non, c'était 2013 l'Irlande. Non, 2011 l'Irlande, 2013 c'était le Pays de Galles. Ah oui. Ah oui. Et donc 2015 c'était Annecy, donc tous ces formats, ces quatre premières éditions, alors ça avait même commencé en 2007, on n'avait pas du tout entendu parler aux États-Unis. Mais 2009, 2011, 2013, 2015, c'était des formats à peu près de 80 km. Voilà, plus ou moins roulant selon le parcours. Et puis à partir de 2016, c'est passé de manière annuelle. Donc 2015, 2016, 2017, 2018, ça s'est enchaîné 4 années de suite avec en 2016 encore un format de 85 km au Portugal. Puis en 2017, c'était plus court par contre en Italie avec 50 km. 2018, ça a été de nouveau un format de 85 sur Peñagolosa. Donc là, on voit aussi il y a un petit peu une sorte de collision entre les challenges, les circuits et puis ce championnat du monde par exemple. C'est-à-dire que sur cette course de Peñagolosa, où il y avait le championnat du monde sur le 85, le même jour, il y avait une manche de l'Ultra Trail World Tour sur le 100 ou 110 km. C'est vrai que là, c'était un petit peu... Oui, mais elle donnait quasiment aucun point, donc il n'y avait pas de favori. Non, il n'y avait pas de très gros coureurs, mais c'est vrai que c'était un petit peu en confrontation. C'est quand même presque comme si tu organisais un championnat du monde de vélo en même temps que, alors pas Paris-Roubaix, mais quand même une course un petit peu reconnue, quoi. Et donc ensuite, il y aura l'année prochaine de nouveau un championnat au mois de juin de nouveau au Portugal sur un format de 40 km. Et puis après, il y aura une pause en 2020 et ça devrait repartir en 2021 avec probablement les deux formats en même temps, mais c'est pas encore trop défini. Et donc ça, c'est plutôt organisé donc actuellement par l'IAU, qui est en fait la fédération qui organise aussi le championnat du monde de 100 km et de 24 heures, qui est toujours patronné par l'I2AF, qui est la fédération internationale d'athlétisme. Et puis après, il y a les championnats du monde de course en montagne. Donc la course en montagne classique, comme on connaît plutôt en France, qui est la discipline la plus développée en France, qui est sur un format d'environ 1 heure de course, avec donc chaque année pour le moment 2 championnats internationaux qui sont les Europes, qui ont lieu souvent au mois de juillet, puis les championnats du monde qui ont lieu plutôt au mois de septembre.
Et ensuite, un championnat qui est pas disputé par la France. Jamais, alors les athlètes peuvent s'inscrire, mais il n'y a jamais d'équipes qui sont envoyées, ou alors très rarement. Ce qui ne sera pas le cas en 2019, puisqu'en 2019, pour la première fois, je crois, les deux championnats seront organisés, donc la course en montagne classique et la course en montagne longue distance, en sachant qu'en 2019, la course en montagne longue distance sera sur un format identique au championnat du monde de trail. Ce qui veut dire qu'en gros, on se retrouve un peu dans ce qu'on voit en boxe, c'est-à-dire deux champions du monde de deux fédérations différentes. Enfin, alors là, c'est même pire Ah parce que oui, c'est c'est vrai qu'il deux y a fois d'autres la même sports. fédération, puisque la fédération qui est au-dessus, c'est l'I2AF, mais qui délègue en fait à deux entités, et en fait, donc la WMRA qui organise la course en montagne et l'IAU, mais c'est tout en haut de l'organigramme. Il y a l'I2AF qui donne des délégations à l'IAU et à WMRA, et là il y aura deux champions du monde qui en fait émanent de la même fédération. Donc, on peut se poser un petit peu des questions. D'ailleurs, nous en France, la Fédé a décidé de faire des critères où les deux premiers des championnats du monde de trail seront qualifiés pour les championnats du monde de course en montagne longue distance. Par contre, ce sera sûrement des beaux championnats qui auront lieu en Patagonie en fin d'année, autour du 15 novembre. Voilà, chaque année ces championnats, et ça c'est intéressant de voir qu'en France on est plutôt trail, et par contre dans d'autres pays les championnats du monde de course en montagne longue distance sont plus disputés. Par exemple l'Italie, où la course en montagne est la discipline phare, L'Ouganda. l'Ouganda, mais ce qui est plutôt sur la course en montagne classique. Alors en Italie, on va dire que le paquet est mis sur la course en montagne courte distance, où voilà, il y a quand même des coureurs qui sont souvent quasiment professionnels, bien soutenus par pendant longtemps Marco de Gasperi, qui est plutôt en fin de carrière et qui a basculé un petit peu plus sur l'ultra, mais qui a fait une grande partie de sa carrière en course en montagne, qui a été 5 ou 6 fois champion du monde, et qui était à la Forestale, qui est l'équivalent de l'ONF, l'Office national des forêts chez nous, et qui a en fait été professionnel de la course en montagne. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous les circuits qui existent. Enfin, les plus connus, parce qu'après c'est sûr que si on redescend à l'échelle régionale, il y en a à peu près partout, hein, des petits circuits, mais Oui, pour gagner un fromage, voilà. comme au challenge des Bauges. Mais c'est rigolo. Mais ce Il qui y est avait toujours aussi mieux qu'un t-shirt. en Haute-Savoie, il y avait le challenge Running Conseil, et pas mal, il était pas mal disputé parce que ça permettait de faire, je sais plus, c'était 4, 5 ou 6 manches, voilà, avec des trails de 15 à 25 bornes. Et puis, bon, bah voilà, après, il y avait toute une série de lots qui étaient donnés par Running Conseil. Donc, bah, c'est un magasin qui avait voulu mettre en avant les trails de la région. Et puis, ça, c'est les challenges les plus rigolos. Oui, mais moi je me rappelle au début où j'ai commencé ma carrière, je faisais le challenge du Vercors. C'était des petites courses qui faisaient autour de 15 bornes, et c'est vrai que moi au début où je débutais, ça me motivait, ça, trois courses, il y avait un classement final, je sais même plus trop ce qu'on remportait, mais voilà, c'est toujours intéressant. Et puis bon, ça c'est toujours de toute manière un peu un plus, parce que ça attire plus ou moins, ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça attire toujours plus que si la course était toute seule dans son coin. Donc c'est vrai que il y a chacun après à son niveau personnel, parce que moi c'est aussi ma vision un petit peu du sport de compétition, c'est que le principe de la compétition, c'est d'aller quand même se confronter à des gens de son niveau. Donc voilà, il y a des gens de niveau régional, bah, le challenge de niveau régional est adapté, et puis il y a des gens de niveau international, et eux ils vont plutôt aller faire un challenge sur le plan international, parce que voilà, ce qui aujourd'hui me motive un petit peu dans la compétition, c'est quand même d'être au départ d'une course en me disant, voilà, il y a 10, 15, 20 mecs, et puis moi, s'il pouvait y en avoir 50, ça me plairait encore plus, qui peuvent te battre, quoi. Je crois que c'est vraiment ça la motivation, et puis c'est ce qui manque un tout petit peu aujourd'hui dans le trail running, parce que il y a quand même aujourd'hui, je pense, un niveau qui commence à être très bon. Alors, on peut peut-être pas parler de très haut niveau, parce que c'est pas très professionnel, et que du coup, il n'y a pas tant d'athlètes que ça qui peuvent se préparer de manière professionnelle, mais je pense qu'il commence à y avoir un très bon niveau, et s'il y avait plus de structuration, on aurait beaucoup de très belles courses dans l'année. C'est vrai qu'il y a un petit peu de dilution, il y a aussi beaucoup de formats, mais Et justement, je trouve que moi, cette dilution et cette multiplication de formats de challenge, ça, pour le niveau, si on vise pas la performance, je trouve ça super, que ce soit régional ou autre. Mais c'est vrai que pour les athlètes élites qui après eux cherchent à viser un top mondial, est-ce que ça les dessert pas? Parce qu'au final, gagner un certain challenge, quand on a vu que à côté il peut y avoir un autre championnat du monde, oui, parfois on voit sur les réseaux,
Oui, non, mais il a gagné parce que il y avait pas d'élite sur celui-là, ils étaient tous sur l'autre. Oui, Donc non, après, mais c'est un peu dommage, quoi. Est-ce que ça... c'est vrai que moi, en tant qu'élite, mon rêve, c'est que quand tu es champion du monde, par exemple, personne ne conteste le fait que tu es le meilleur du monde. Alors, tu es le meilleur du monde sur une course d'un jour, mais que personne dise oui, mais il manquait un tel, un tel, un tel. Alors, bon, un ou deux coureurs, ça arrive, mais ça arrive dans tous les sports, aussi fédérés soit-il, il n'y a oui. jamais tout le monde. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on pense qu'on veut de la Cotitra, mais je pense que c'est de plus en plus affiné, ça donne quand même un reflet assez juste de ce qui se passe. C'est sûr que quand sur un podium, il y a pas beaucoup de coureurs au départ qui font partie des 10 meilleurs mondiaux, c'est sûr que ça décrédibilise un tout petit peu la course. Moi, quand j'étais vice-champion du monde en 2016, j'ai jamais eu la prétention de penser que j'étais le deuxième meilleur coureur du monde sur ce format-là. Après, bon, voilà, il y avait des absents. Mais c'est vrai que voilà, je pense que après ça c'est vouloir être devant, c'est un peu de l'ego, mais voilà, moi je vais me mettre au départ d'une course en me disant voilà, il y a beaucoup de très bons coureurs. Après, forcément, hein, alors on voit, hein, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de très bons coureurs que forcément le résultat, en particulier sur l'ultra, est de très haut niveau. On a vu l'UTMB cette année, il y a eu beaucoup de casses. Bon, après, ceux qui sont à l'arrivée, c'est aussi ceux qui ont su être intelligents, qui ont couru. Qu'on mieux géré, hein, parce Ouais, que qui ont été, je pense, su être. Je sais pas si on peut parler de modestie, mais au moins une bonne. À la fois, en fait, c'est toujours ça, hein, le sport, mais c'est avoir à la fois de la confiance en soi, de l'estime de soi, mais aussi être capable, voilà, de, de savoir quel est son niveau. Moi, de rester à sa place. Ouais. Parce que je vois la descente du Délévray, la première descente qui descend sur Saint-Gervais, j'étais, je sais même pas si j'étais dans les 30 premiers, et je descendais déjà en me disant Hugo, tu vas un peu vite. Il y a des mecs qui doublaient, c'était impossible de les suivre. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont? Ah oui, non, mais clairement, je veux Dans le dire, mur. s'il y a autant de casses, c'est parce que ça part à mon avis trop vite. Alors, bon, c'est vrai que je me suis amusé, j'avais regardé, je crois que c'était au Contamine, dans le top 10, il y a deux coureurs à l'arrivée. Après, ils sont 1 et 3, hein, donc voilà, si tu veux gagner, t'as pas trop le choix. Mais après, il faut aussi savoir partir. Je pense que cette année, un bon coureur qui aurait fait une course d'attente, le podium est accessible. C'était pas, je veux dire, en 2017, le podium, fallait être un crack mondial. Clairement, vu le chrono, vu les coureurs, c'était quand le podium, c'est François Den, Kylian Jornet et Tim Tollefson. Tu viens pas sur le podium par hasard. Mais cette année, sans faire offense au deuxième et au troisième, hein, qui sont des très bons coureurs, je pense qu'il y avait voilà, 10-15 coureurs qui avaient la capacité de faire ça au départ de la course. Mais qui n'ont pas réussi. Mais qui n'ont pas réussi. Hein. Donc félicitations à notre ami roumain, Robert Aynal, Ainal, avec son beau pantalon. et à Jordi Gamito. Jordi Gamito qui lui fait une course à peu près similaire à celle de l'année précédente où il avait fait 10e. Pour nous situer la différence, mais voilà, comme on dit, il faut être au bon endroit au bon moment. Mais voilà, c'est aussi la particularité de l'ultra, hein. C'est moins certain que la course en montagne. La course en montagne, si tu es prêt et que tu es en forme, normalement ça se passe bien. L'ultra, il y a plus d'aléas. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour des circuits. Oui, je pense que c'est bon. On en a cité pas mal quand même. Bon, si on en a pourrait- oublié un ou deux par chez vous, n'hésitez pas à nous dire, hein, pour les circuits régionaux, bah, on est friands en plus. Et puis vous pouvez. En créer un? Non. Non, c'est bon, il y en a assez, je pense. Intégrer un, améliorer certains, ça peut être pas mal. Alors, il n'y a pas de challenge féminin. J'avais l'idée d'en proposer un, on verra si ça sort des tuyaux. Un challenge avec uniquement des courses féminines. Ouais. Voilà. D'accord. Pour les mettre en avant parce que. Bon, attention, on n'est pas quand même complètement macho dans le trail. Il y a des classements, on a souvent parlé des hommes là, mais il y a toujours un classement féminin qui Et existe. oui, mais aussi. du coup, insidieusement, on le regarde moins. Oui, puis alors Oui. ça, je comprends pas pourquoi genre Caroline Chavreau, enfin les top mondiales féminins, elles ont des cotes ITRA beaucoup plus basses que les top mondiales hommes. Parce Pourquoi on fait ça? en fait, Pour les rabaisser. Ouais, non, en fait, non, on mais c'est vrai, va mais- expliquer parce qu'en fait, la cote ITRA, c'est un niveau de performance par rapport au maximum euh, théorique qui est ramené au record du monde de la course sur route.
C'est-à-dire qu'on considère que le record de Kipchoge actuel du marathon, ça vaut 1000. Et à partir de ça, alors je ne connais pas les formules, mais ils ont un algorithme, alors avec la technicité, la longueur, les données terrain, donc forcément aléatoires sur des terrains, sur des distances aussi longues, et en fait ils ramènent la performance qui a lieu sur une course à cette même performance qui aurait lieu à plat par rapport au record. Donc le max théorique c'est 1000. En fait, si un jour on code plus de 1000, ça voudrait dire qu'on considère que la performance ce jour-là est supérieure au record du monde du marathon, ce qui est très peu probable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a quand même personne qui atteint non plus proche des 1000. Je ne sais pas quelles sont les plus grosses cotations crédibles, mais je pense que c'est autour de 960. Voilà, et donc je vous laisserai faire une règle de 3, mais si vous comparez au marathon, ça doit être quand même très très haut, ça doit valoir du 2h03, 2h04. Voilà, enfin moi je m'étais amusé à le faire après ma cotation des Templiers. Alors je m'étais pas amusé je crois que je m'étais amusé si pour Seb sur marathon, c'était un petit peu moins de 2,12 pour donner un équivalent du niveau, ce qui est quand même déjà un excellent niveau sportif. Donc pour en revenir aux filles, en fait les filles sont mesurées sur cette même échelle. D'accord, il n'y a pas de différenciation. Donc non, il n'y a pas deux échelles, donc en fait elles sont il aurait fallu créer une échelle si on voulait avoir le même niveau de cotation. Il aurait fallu prendre par exemple le record du monde de Paula Radcliffe qui aurait été l'équivalent de 1000, et là faudrait s'amuser à regarder, mais peut-être une cotation meilleure pour Caroline Chavreau par rapport aux hommes. Je sais, faudrait comparer en fait la meilleure cotation homme et la meilleure cotation féminine pour voir l'écart en pourcentage, s'il est plus ou moins grand qu'entre le record du monde masculin et féminin. Mais c'est vrai que quand on en parle moins, et ça c'est un peu lié à la structuration de la discipline, c'est que c'est ce qui fait la beauté du trail, on court tous ensemble, mais forcément il y en a qu'un qui arrive en premier. Voilà, donc, et c'est quand même presque toujours un homme, et c'est toujours un garçon sur des courses très relevées. Alors il y a déjà eu des victoires féminines au scratch. Par contre, Corinne Fabre à la CCC. Oui, tout à fait. Oui, mais moi ce qui m'impressionne, c'est quand même l'état de fraîcheur des premières femmes à l'arrivée. On voit qu'elles sont quand même sur des sports d'ultra-endurance. Ouais, c'est parce que les hommes aiment bien se plaindre. C'est assez impressionnant. Parfois, on les voit arriver et c'est pas pour sous-estimer l'effort qu'elles produisent. C'est justement pour mettre en avant le corps féminin qui arrive à durer comme ça. Je crois que c'est plus ou moins prouvé qu'elle a une bien meilleure gestion de l'effort que les garçons. Alors à la fois naturellement, je pense aussi moins souvent de densité, donc moins de courses par rapport aux autres qu'il peut y avoir par exemple chez les gars qui vont être souvent un peu plus nombreux. Donc plus de courses vraiment en écoutant leurs sensations. Mais oui, c'est vrai que très clairement, et bon, l'ultra-endurance c'est long, mais il y a des sports où ça dure plus longtemps, comme le raid. Et moi j'en avais parlé, ça date un petit peu, mais avec des gens qui avaient été vice-champions du monde. Ils disent les garçons sont supérieurs un jour et demi, et après les filles sont du même niveau, et parfois c'est même les filles qui mettent l'élastique et qui tractent les garçons. Donc ouais, dès que c'est long, il y a je pense, alors aussi toi tu as fait des études un peu de stats, tu saurais peut-être un peu plus, mais je crois qu'il y a aussi le paramètre force qui est un peu supérieur chez les garçons sur des hautes intensités. Donc c'est pour ça que quand c'est court, ils ont tendance à être plutôt devant, mais dès que ça s'allonge et que ce paramètre perd un peu de son importance, les filles sont pas forcément beaucoup moins fortes au niveau aérobie que les garçons. C'est pour ça aussi que ça peut se rapprocher, et que les meilleures féminines tiennent des garçons de très 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 bon niveau, 800 points ITRA par exemple. C'est les premières dames, ça. C'est les premières dames, c'est pas, on fait pas ça en se levant un matin de son canapé, ça commence à être c'est pas du niveau international chez les garçons, mais ça commence à être du bon niveau national. Ouais, c'est Et ben voilà pour les circuits. Et ben on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À bientôt. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcèle-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.